BDO. La volonté d'avoir de l'impact, ça a été toujours mon moteur. Moi, j'avais pas envie d'empêcher des choses d'arriver, je voulais créer des projets. Une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est que finalement, tout le monde est de bonne volonté, mais on a des rôles qu'on se donne. Moi, je veux des gens qui ne me disent pas « Bravo Joseph, et on va faire ça », mais qui me disent « Je le ferai plutôt de telle manière ». Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Fogno, président chez RWE en France. Société à mission, filiale française du groupe RWE. RWE est l'un des principaux développeurs d'énergie renouvelable en France, société que Joseph dirige depuis sa création en novembre 2020. RWE joue un rôle clé dans la transition énergétique en développant des solutions d'énergie renouvelable pour répondre aux objectifs ambitieux du pays en matière d'énergie durable. Ses plus de 250 collaborateurs développent, construisent, exploitent et assurent la maintenance des parcs éoliens et solaires. Diplômé de l'école des mines en 2000, Joseph a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Il est également membre du conseil d'administration du syndicat des énergies renouvelables. C'est donc une plongée dans le monde des énergies et un éclairage des coulisses de la transition énergétique que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup Joseph d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux qu'on fasse cet épisode ensemble. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et je me disais de par ton parcours, de par l'enjeu actuel lié à la transition énergétique, on pourrait faire un épisode très intéressant sur ce sujet, sur un secteur qui finalement, même si on en parle beaucoup, peut être un peu obscur dans la manière dont il fonctionne et dans les grands enjeux, on entend beaucoup de choses. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir ton témoignage et ton expertise sur le sujet. Donc je te propose qu'on parle de toi. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire d'où tu viens? T'es né où? T'es originaire d'où? Alors, j'ai 46 ans, je suis père de 3 enfants, je viens des Landes, j'ai une famille qui est pas du tout issue du monde de l'industrie, même du privé. Pour tout te dire, tout le monde dans ma famille venait du secteur public. Ma mère est prof, mon père était également dans le public, ouvrier pour l'armée. Tout le monde dans ma famille était vraiment dans ce modèle-là. Donc, pour ma part, comme j'étais bon élève, j'ai poursuivi des études qui m'ont amené à une filière scientifique d'abord, ensuite ingénieur. Et puis, quand j'ai été diplômé, j'avais choisi déjà mon école d'ingénieur parce que je voulais faire quelque chose qui soit en rapport avec la protection de l'environnement. J'ai toujours été très sensible. C'est mon sujet environnementaux qui vient, ça, il faut le reconnaître, de mon contexte familial. J'ai des parents qui étaient des ex-68ards. Ouais. Toujours très impliqué dans les mouvements associatifs, environnementaux. Quand j'étais enfant, j'avais envie d'être entomologiste. C'est les scientifiques qui s'intéressent aux insectes. C'était ma passion quand j'étais petit et j'ai gardé cette passion pour l'environnement. Quand j'ai été diplômé, je voulais travailler dans l'environnement et c'était le moment où commençaient les filières éoliennes en France. Il y a eu le premier arrêté pour le rachat de l'électricité éolienne et je suis tombé dans ce secteur initialement 2 années en consultant et puis j'ai rejoint le numéro 1 du secteur à l'époque, c'était Nordex, une société qui construit des éoliennes. D'accord. Et au-delà de construire des éoliennes, ils voulaient développer des projets. Je me suis dit, je vais tenter ma chance. J'ai proposé ma candidature. Ils m'ont retenu et là, c'est allé très vite. On a vite recruté. On a développé énormément de projets. C'était passionnant pour moi. On est devenu un peu par surprise le numéro 1 du marché, même devant EDF. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme en interne. On a décidé de développer cette activité dans d'autres pays. Pour moi, c'était fantastique parce que j'étais encore très jeune. Je suis rentré chez Nordex, j'avais 25 ans. À 28 ans à peu près, on me proposait d'ouvrir cette même activité en Pologne, en Suède. J'ai eu mon patron de l'époque, qui était quelqu'un qui était proche de la retraite, qui avait 60 ans dépassé, qui était mon mentor. Donc tout ce background que j'avais pas eu, moi à l'époque, dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat, de ce qu'était que le monde de l'entreprise, il m'a appris, il m'a fait confiance, il m'a donné les responsabilités. Et puis, voilà, j'ai continué. On disait, tu as finalement toujours été dans le secteur des énergies renouvelables. Mais tu dis donc, quand tu es diplômé, on commence à parler de l'éolien. Aujourd'hui, ça paraît quasi évident et on reviendra sur le contexte particulier qu'on vit, notamment la transition énergétique, mais aussi le sujet d'enjeux de production d'électricité. Mais donc, en 2000,
on commence à en parler. Ça correspondait à ce que tu voulais, enfin à ton parcours d'étudiant, et c'était clair pour toi que tu travaillerais dans ce secteur. Pour moi, c'était un coup de foudre parce que j'avais choisi quelque chose qui s'appelait éco-industrie, sans plus savoir ce que ça voulait dire. Vraiment, je n'avais pas de parcours tout tracé et je me suis rendu compte que c'était vraiment pour être responsable sécurité et environnement sur un site et qu'au quotidien, dans mon stage, je me suis rendu compte que ça voulait dire empêcher des accidents. Et c'est très noble, mais moi, j'avais pas envie d'empêcher des choses d'arriver, je voulais créer des projets. Et par ailleurs, quand j'ai vu les éoliennes, je les ai trouvées magnifiques. Je sais que le point de vue est partagé. Oui, ça fait débat. Ouais. Ça fait débat. Mais pour ma part, c'était un coup de foudre. Je trouvais ça fantastique d'être capable de produire de l'électricité par ces grandes dames blanches. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et tout de suite, vraiment, je me suis engagé là-dedans. J'étais en stage de fin d'études chez EDF. J'ai eu l'occasion de travailler avec la personne qui pilotait le programme d'appel d'offres pour les premiers parcs éoliens en France. Donc, je lui ai donné quelques coups de main et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier par la suite. Quel était le niveau de conscience sur les énergies fossiles, leur impact sur l'environnement? Comment est-ce que soit les pouvoirs publics ou globalement la société voyaient l'enjeu de transition vers des énergies vertes? Pour moi, qui viens d'un milieu très sensibilisé à l'environnement, c'est une question qui a l'air très étrange parce que j'ai toujours grandi avec cette conscience de crise environnementale, de changement climatique. Pour qui s'y intéressait, il y avait vraiment beaucoup de matière et tout ce dont on dit aujourd'hui, à peu de choses près, était déjà connu. Mais c'est vrai que j'entends partout autour de moi dire voilà, la prise de conscience se développe et je réalise qu'effectivement, cette perception qu'on peut avoir quand on est dans le milieu n'est pas nécessairement partagée à tous les niveaux. Ouais. Et depuis, mon métier a beaucoup changé d'échelle parce que quand je suis rentré dans les énergies renouvelables, j'avais pas l'impression du tout de faire un bon choix de carrière. Mes collègues qui étaient partis dans la vraie industrie, qui étaient partis dans les fossiles, je pensais étaient promis une carrière sérieuse. Moi, j'avais fait d'une certaine manière une concession en allant dans ce secteur-là. Et si tu ouvrais à l'époque un magazine comme Les Échos, tu avais les pages énergie, où on parlait de pétrole, où on parlait de gaz, et puis les pages environnement, où on parlait des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont dans les pages d'énergie. Tu vois, j'ai des parents qui étaient dans ce milieu, dont un père qui était dans le nucléaire. Moi, je me rappelle déjà du bashing sur le nucléaire à l'époque, ce que je pouvais entendre dans mon environnement familial, et j'entendais déjà à l'époque que quand on réussissait à Polytechnique, Mines, etc., la voie royale, c'était Schlumberger, c'était Total, c'était le fossile. Mais par chance, j'ai pas été dans cette voie royale. Alors qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est finalement le bon choix. Aujourd'hui, toutes les études de spécialistes, alors la principale en France, c'est celle du RTE, qui sont les plus pertinentes pour parler sur la question, analysent que à moyen terme, l'énergie principale en France sera fournie par des renouvelables. Et je ne parle pas que d'énergie électrique, puisqu'il va y avoir une électrification et l'essentiel de cette capacité électrique à venir sera issu des renouvelables. Aujourd'hui, il y a parmi les spécialistes pas de débat. Ce que tu veux dire, c'est que les projections de demande d'électricité produites par RTE font état que toute la demande supplémentaire qui va avoir un horizon, je ne sais pas, 2030, 2040, c'est les énergies renouvelables qui vont permettre de répondre à cette demande. Absolument. Pour poser les choses très simplement, on a besoin, aujourd'hui, je pense que c'est communément admis, de réduire notre empreinte carbone. Le plus efficace moyen pour ça, au-delà de toutes les questions de sobriété, d'efficacité énergétique, c'est l'électrification. L'électrification des transports, l'électrification de l'industrie, du chauffage, des pompes à chaleur. Et il faut combiner la réduction de la demande. Les scénarios de RTE tablent de réduire entre aujourd'hui et 2050 de moins 40% de la consommation nationale énergétique totale. Donc c'est vraiment un effort énorme. En parallèle de ça, d'ici 2035, il nous faut, pour faire face à nos objectifs de soutien de l'industrie, parce qu'il faut quand même être capable de fournir cette énergie primaire, de décarbonation, il faut augmenter, selon les trajectoires, de 30 à plus de 40% notre capacité de production en France. Pour construire une tranche nucléaire, il faut 15, 20 ans. Plutôt, on voit qu'on n'est pas à l'abri de délai. Est-ce qu'on peut retarder tous nos plans de transition énergétique à 15-20 ans d'aujourd'hui? Absolument pas. Ça serait pas responsable. Ça serait absolument pas responsable. Donc là, et aujourd'hui, tous les rapports sont unanimes. Les seuls leviers qu'on peut actionner, c'est la sobriété, dans une certaine mesure, et le développement des énergies renouvelables. Et des énergies renouvelables électriques qui ont aujourd'hui le meilleur
potentiel en volume et le meilleur coût de production, c'est l'éolien sur terre, en mer, et le solaire dans ses multiples applications, l'agrivoltaïsme dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi le solaire sur les toitures. Donc ça, c'était déjà connu dans le milieu, déjà identifié. Toi, si on revient à... Donc tu rentres dans ce secteur que tu n'as jamais quitté, tu passes chez Nordex. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre Nordex et RWE que tu diriges aujourd'hui? Moi, j'ai tout commencé du début. J'étais le premier employé dans le développement, dans une équipe où il y avait uniquement 6 personnes en France. C'était vraiment une toute petite boîte. Et puis, on a recruté. Le marché il était parti. C'est la beauté des secteurs qui commencent tout petits. C'est que tu les vois se multiplier très rapidement. Donc, on a embauché. Au bout de quelques années, donc comme je l'ai dit, on a développé internationalement la Pologne, la Suède. Je suis allé vivre de 2009 à 2012 aux États-Unis parce que quand on a ouvert la filiale américaine, je me suis rendu compte que mon contrôle serait très théorique sur les activités aux États-Unis vu l'ampleur du marché et la distance. Donc je me suis dit, c'est hyper intéressant. Si je veux pouvoir m'impliquer là-dedans, il faut que j'y sois. Donc je suis allé vivre à Chicago pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai été rappelé parce qu'on voulait développer dans d'autres pays. Donc je suis revenu... Donc un poste officiellement en Allemagne, j'habitais en France à ce moment-là, pour piloter des activités en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique latine et puis dans différents pays européens. Donc à cette époque-là, mes amis se moquaient de moi sur mon empreinte carbone parce que j'utilisais beaucoup l'avion. Mais c'était passionnant parce que intellectuellement, d'identifier quels sont les leviers qu'on doit actionner pour pouvoir développer les projets renouvelables en Égypte, en Pologne, en Suède, au Mexique, sont toujours différents. Des fois, on a des enjeux, comme par exemple en France, on parle beaucoup d'acceptation locale. C'est la grande question. Mais le financement est très facile. Si tu développes un projet en Égypte, c'est le contraire. Le financement en livre égyptienne pose des questions très complexes à résoudre, alors que quand tu t'installes dans le désert, les oppositions locales... Ouais, donc le métier, finalement, dans l'énoncé, c'est le même, c'est de développer des parcs éoliens, mais dans la pratique, les challenges sont tellement différents que je me suis éclaté à faire ça. Et j'avais des équipes locales à chaque fois qui connaissaient tout le réseau nécessaire d'acteurs pour pouvoir développer les projets, mais qui étaient eux-mêmes capables de piloter sur la manière de développer ces projets. Donc c'était fascinant. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu bouger? À un moment, je me suis rendu compte que la transition énergétique prenait de l'ampleur et que si je voulais passer à l'échelle supérieure, il fallait pour ça faire rentrer des capitaux. Et à cette époque-là, on avait énormément de boîtes qui me sollicitaient au moins une fois par mois pour me dire « mais c'est fantastique ce que vous faites, laissez-nous investir dedans ». Donc j'en ai parlé à ma direction qui était à cette époque-là un petit peu perplexe sur l'idée parce que ça marchait très bien. Et puis le groupe en lui-même, Nordex, qui produisait des éoliennes, avait besoin de capitaux supplémentaires. On avait cette opportunité, donc on a fait une transaction avec Rothschild. Et l'offre la plus intéressante qu'on a reçue venait de RWE. Et c'était particulièrement intéressant parce qu'RWE, là où le contexte doit être bien compris, c'est une société qui, historiquement, produisait son électricité par le charbon. Et en grande échelle, parce que RWE, pour te donner un ordre de grandeur, c'est en production à travers le monde l'équivalent d'un tiers de la consommation totale de la France. Donc t'imagines un Engie à EDF qui produirait quasiment tout par énergie fossile, le charbon essentiellement, et qui réalise que le charbon n'a absolument aucun avenir, qu'il faut en sortir le plus vite possible, qu'il faut remplacer ça par des nouvelles capacités, sinon, d'une part, la société n'existe plus, mais surtout, le pays, l'Allemagne, n'a pas de quoi fournir de l'électricité, de l'énergie à ses concitoyens. Donc, RWE investit dans des proportions colossales en Allemagne, mais également dans différents pays, et était prêt à le faire sur la France. Et nous, on a dit, parfait, on est là pour ça, on relève ce défi, ce qui nous a permis de nous ouvrir dans notre scope. Initialement, on faisait uniquement de l'éolien terrestre. Aujourd'hui, on est positionné sur l'éolien en mer, sur le solaire également. Et puis, le temps venu, on développera également des solutions de stockage par batterie ou par hydrogène. Donc finalement, RWE a racheté ton équipe à Nordex et a réussi comme ça à pénétrer le marché français. C'est ça. Donc là, on est en 2020. Combien de collaborateurs tu as à ce moment-là? On était 60. Aujourd'hui, on disait 250, donc plutôt hyper-croissance. C'est ça, on a en ligne d'horizon 2026 de dépasser les 400.
Alors on va voir étape par étape, mais c'est vrai que c'est un des éléments sur lesquels je dois travailler, l'intégration des nouveaux collaborateurs. On a entre 1 et 2 nouveaux collaborateurs par semaine. Donc tout le travail de faire une culture d'entreprise, de former les gens, de faire une entreprise en fait. Tu peux nous expliquer cette croissance justement. On voit bien le potentiel du marché, je dirais la nécessité d'aller dans ce sens-là, mais toi, ton job de patron de cette entité, ton agenda de CEO aujourd'hui et tes grands enjeux de dirigeant d'une société comme celle-ci, qu'est-ce que tu as sur ton agenda là aujourd'hui? On a un objectif à horizon 2030, au-delà bien entendu, mais on a fixé donc un plan de croissance. À la base, donc c'est moi qui l'ai mentionné. Ce qui est très intéressant dans le contexte que je t'ai décrit de grand appétit de croissance d'RWE, c'est que la première réaction, c'est « et si on vous donnait 2 fois plus de moyens, est-ce que vous pourriez aller 2 fois plus vite ?» Donc pour moi, qui ai toujours eu comme ambition, dès le démarrage de ma carrière, de faire les choses à l'échelle, de peser dans mon action, de faire quelque chose qui soit pas un témoignage, mais qui est vraiment un poids sur la société, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc on a travaillé avec mes équipes, parce que il y a mon ambition, il y a mes rêves, on peut dire, et puis les équipes disent « Attends, est-ce que c'est sûr qu'on peut recruter à tel rythme? Est-ce qu'on est capable de délivrer tout ça ?» Donc on a passé longtemps à tout dimensionner, et puis assez facilement, on s'est accordé sur un plan, et là, bien sûr, entre la phase la plus challengeante, qui est de réussir à mettre tout ça en œuvre. Pour que les gens comprennent bien, toi, ton job à part entière, ou plutôt la mission de RWE, c'est de développer des projets, de développer des parcs. Mm-hmm. Quels sont les freins potentiels à ta croissance? Ils sont essentiellement, on va dire, liés à la société dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on est dans un changement de paradigme. On avait des énergies renouvelables qui étaient très minoritaires sur la production nationale et qui sont amenés, comme on le disait tout à l'heure, à devenir majoritaires à l'horizon 2040-2050. Et pour cela, il faut changer beaucoup de mentalité, de manière générale. Donc, il s'agit déjà de changer un certain nombre de lois. On a eu dernièrement la loi d'accélération sur les renouvelables qui a été votée l'année dernière, qui a mis beaucoup de temps à sortir et qui, pour être honnête, est encore assez timide. Le texte original était très intéressant, mais aujourd'hui, comme le gouvernement n'a pas de majorité, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup d'amendements. Et on va travailler avec ce texte, mais il est sûr que pour atteindre les objectifs qu'on a sur le long terme, aujourd'hui, voilà, ça reste un point d'étape, on va dire. On a donc beaucoup de difficultés à sortir les projets à la cadence nécessaire, que ce soit dans l'éolien sur terre, mais aussi dans le solaire, et puis les appels d'offres d'éolien en mer, on le voit, sont régulièrement reportés. Et ce qui peut paraître indolore aujourd'hui en 2024 a des conséquences directes sur les capacités de production dans quelques années. Donc tout ça ne peut pas nécessairement se rattraper. Tout le temps qu'on perd aujourd'hui, voilà, n'est pas indolore. Donc on travaille beaucoup là-dessus, d'où le fait que je m'implique personnellement beaucoup dans le syndicat des énergies renouvelables. Mais il y a également tout un tas d'autres enjeux très terre-à-terre, comme par exemple la capacité de recruter. Je disais tout à l'heure, je recrute beaucoup, je suis pas le seul à le faire, nos confrères également. Et si tu discutes avec beaucoup d'acteurs du secteur, ils te diront tous que parmi leurs principales préoccupations, c'est d'être capable de trouver la main-d'œuvre. Alors oui, peut-être pas que dans les énergies renouvelables, mais également dans les énergies renouvelables. En plus, comme on a un secteur assez jeune, trouver des cadres expérimentés, c'est un peu la gageure. Et alors on est tenté de les prendre chez les confrères, mais c'est pas une solution pour la filière. Donc on embauche beaucoup de gens qu'on va former à nos métiers. On travaille par exemple beaucoup avec le monde agricole. Quand tu fais de l'agrivoltaïsme, c'est dans le titre, il faut être capable d'être compétent sur des questions agricoles. Et donc, pour moi, c'est idéal de recruter des gens qui viennent du monde agricole. Mais là également, le mouvement est pas si facile. Initialement, je pensais que ça serait beaucoup plus simple d'ailleurs, parce qu'on entend beaucoup parler du monde agricole qui est en crise, mal payé. Je veux dire, nous sommes un secteur en plein développement où on offre de très bons salaires à nos collaborateurs. Ça devrait s'aligner assez facilement. Et finalement, c'est beaucoup plus complexe. On nous demande souvent de créer des emplois. Et dans ces cas-là, moi, je dis toujours, mais des emplois, ils sont là. Il faudrait surtout avoir des candidats face au poste pour pouvoir faire cette croissance. Donc, on a un enjeu sur le développement des talents.
On a un enjeu également industriel. On en parle beaucoup. Le gouvernement est très attentif sur la question. C'est que, à force d'avoir reporté les choses, mais finalement, pendant ce temps-là, il y a des Chinois, voire les Américains aujourd'hui, qui, eux, ne nous ont pas attendus, qui ont développé une filière dans le photovoltaïque. Les panneaux solaires qu'on achète sont à 95% importés, voire plus si on continue, puisqu'on voit qu'il y a des producteurs qui ferment boutique. Aujourd'hui, des producteurs européens, des producteurs français, même. Donc, on a un gros enjeu là-dessus. Les turbiniers éoliens eux-mêmes sont dans des situations économiques qui peuvent être un peu préoccupantes quand on voit la montée en puissance de leurs homologues chinois. Donc, c'est pour faire face en fait à ces constats qu'on a décidé aussi de devenir une société à mission en France. Tu l'évoquais tout à l'heure. Déjà personnellement par mon parcours, parce que moi je considère que j'ai une mission, c'était toujours ce que j'ai voulu faire, mais RWE, je me suis rendu compte très rapidement, également ils ont une mission, c'est-à-dire que quand tu investis dans une telle échelle, tu peux pas simplement surfer la vague. En fait, il faut contribuer à former la vague et s'assurer que le marché soit là. Donc les enjeux que j'évoquais de formation des acteurs, des formations des employés, mais aussi formation de nos partenaires industriels. Quand on travaille avec des sociétés qui vont faire les câbles ou les sous-stations électriques en mer, par exemple, le savoir-faire n'est pas forcément là, parce que c'est des secteurs qui sont nouveaux, donc il faut qu'on les acculture, qu'on les fasse monter en puissance dans ces métiers nouveaux, et ça vaut pour quantité d'acteurs du secteur. Donc les questions de formation... Tu as des initiatives en particulier sur le sujet, enfin tu vois, parce que la situation que tu évoques, elle m'est assez familière. Sur certains de nos métiers, on a des véritables enjeux aussi pour recruter, donc on est allé monter des programmes de formation spécifiques, des systèmes d'alternance, créer notre propre académie. Enfin, vous faites des choses concrètement là-dessus pour justement être capable d'attirer d'autres personnes dans la filière et de les former vous-même? Oui, alors on fait des partenariats avec des écoles, des universités. Il y a les deux niveaux, hein. Il y a les employés et puis il y a les entreprises. Donc on a aussi des partenariats avec des entreprises sur lesquelles on fait monter en puissance. C'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on développe à travers Société à Mission. En fait, on a retenu 4 axes. Donc le premier, c'est la formation. Le second, c'est le partage de valeurs. Le troisième, c'est soutenir l'industrie, l'innovation. Et le quatrième, c'est l'excellence environnementale. Donc ça, c'était 4 objectifs. C'est les 4 objectifs qui correspondent vraiment à ce qu'on a identifié sur, d'une part, ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on a les compétences pour apporter quelque chose de différenciant là-dessus? Et puis, également, est-ce que ça répond à un besoin de la société? Dans ces 4 thème-là, on a des obstacles qui peuvent mettre en péril la transition énergétique. C'est pour ça qu'on a décidé de s'y atteler. La raison d'être aujourd'hui? La raison d'être, je pense qu'elle est très intuitive. Elle est de développer à l'échelle des énergies renouvelables pour permettre la transition énergétique. Comment ça t'était venu? Tu peux nous parler de la genèse de la mission? Parce qu'elle paraît effectivement assez intuitive, de par les activités que vous faites, etc. Ça m'intéresse parce que ça reste un dispositif qui est assez contraignant, très engageant, hein, qui modifie la gouvernance, qui nécessite de mettre réellement des moyens dans sa transformation en société à mission. Comment ça s'est passé chez vous? En fait, moi j'ai vu que certains acteurs devenaient société à mission. J'ai été curieux, j'ai été voir ce que ça signifiait. Et tout de suite, ça m'a intéressé. J'en ai parlé à mon comité de direction qui était intéressé sur le concept et s'est dit, on va réfléchir à ça. Donc on a quand même été très prudents. On a passé quasiment 2 ans avec un conseil externe pour nous aider dans la démarche parce que on avait cette préoccupation de faire quelque chose qui soit vraiment concret. C'est-à-dire, il s'agit absolument pas que ce soit du greenwashing. On veut pas être pris en défaut là-dessus. On veut qu'on soit capable de dire on est société à mission parce qu'on fait vraiment des choses qui relèvent d'une mission qui soit très concrète, qui soit très facilement énonçable. Donc on a passé 2 ans avec des ateliers multiples avec tous les employés pour définir d'abord la raison d'être, de dire qui est-ce qu'on est. L'exercice est super intéressant parce que beaucoup de nos collaborateurs nous avaient rejoints en se disant on vient dans une boîte qui fait des énergies renouvelables comme il y en a quelques dizaines d'autres. Et puis, rapidement, au cours de cet exercice, on s'est rendu compte que la manière dont on faisait les choses, elle était différente et elle n'avait pas d'équivalent. Le fait qu'on fasse nous-mêmes une transition énergétique totale, et ça, je pense que c'est important de le préciser, on n'est pas juste une boîte qui développe les renouvelables, on est une boîte qui sort également des fossiles, alors au niveau international, pas au niveau français, mais ça fait l'ADN de la société aussi, cette urgence à faire la transition énergétique, à le faire donc sur les 2 fronts, sortir des énergies fossiles, rentrer dans les renouvelables, cette vision holistique
du sujet, de se dire on se préoccupe pas juste de développer, de construire, d'exploiter des centrales renouvelables, mais on se préoccupe de formation, on se préoccupe d'innovation, d'industrie, de faire des partenariats, vraiment encore une fois d'agir sur le secteur, une vision assez politique en fait de la question. Quand on a mis tout ça bout à bout, on s'est dit mais finalement le groupe est déjà une société à mission. Le siège était en Allemagne, ils connaissent pas le concept, mais on va leur en parler et ça sera comme une évidence. Et effectivement, on en a discuté, ils ont dit très bien, banco. Tu as dit quelque chose d'intéressant et quand nous on a fait cette démarche-là, moi j'étais convaincu que, et c'est parfois un reproche que je ferai à notre profession, c'est de pas suffisamment prendre position sur des sujets de société et de pas porter une parole, un point de vue. Et j'étais assez convaincu que l'entreprise devait être politique en fait et qu'on avait un rôle pas uniquement de délivrer les prestations et de faire ce pourquoi est-ce qu'on est là, mais qu'on avait un rôle supplémentaire et que l'entreprise finalement était peut-être le meilleur acteur, peut-être même plus que l'État, pour orienter la société et décliner des politiques. J'ai l'impression que tu partages ça. Il y a eu un moment, toi, particulier dans ta carrière où tu t'es dit maintenant c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Alors la volonté d'avoir de l'impact, ça a été toujours mon moteur. Depuis toujours, j'ai voulu faire une contribution positive. J'étais très sensible, comme je disais, aux questions de l'environnement. Donc pour moi, c'était le point de départ finalement de ma carrière. Le fait que l'entreprise soit le bon véhicule pour le faire, ça par contre, vu là d'où je venais, c'est quelque chose que j'ai découvert progressivement en se rendant compte finalement des moyens qui étaient mis en œuvre dans l'industrie. Le fait que on ait des structures qui ont aussi des horizons de temps qui permettent de faire ce type d'action, parce que la transition énergétique, c'est regarder ce qu'on veut faire à un horizon de 10 ans, 20 ans, et pour ça, on a besoin de structures stables, qui aient des visions à long terme et qui permettent de développer ce type de stratégie. Donc aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Ce qui n'est pas forcément le cas des États. Effectivement. Non, c'est très intéressant. Tu peux nous redire là, dans les projections, enfin toi, ton analyse, quelle va être la part des renouvelables à horizon 2030, ce qu'elle est aujourd'hui et les projections que tu fais dans le mix énergétique? Aujourd'hui, on est très minoritaire parce que sur l'électricité, si je ne me trompe pas, on doit être à 20% à peu près, et on prévoit de dépasser alors selon les scénarios, bien entendu, mais d'ici 2050, ça doit être à peu près les 2/3. Notre point de passage de 2030, effectivement, est une grande question, puisque tout dépend de la rapidité avec laquelle on est capable de prendre des décisions aujourd'hui. Et c'est techniquement possible? On entend beaucoup, il y a eu des commissions d'enquête, Sénat sur les énergies. On entend dire finalement les renouvelables, de par les sujets de stockage, sont pas forcément la bonne réponse. Toi, ta position là-dessus, qu'est-ce que c'est? Moi, ça me surprend toujours quand on entend ce genre de questions, parce que la réponse est oui, bien évidemment. Si tu regardes par exemple le 6e rapport du GIEC, ils analysent, ce qui est intéressant, quels sont les leviers les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, donc en termes de réduction d'impact d'émissions de CO2, et en termes de coûts, parce qu'il y a des solutions qui sont efficaces, mais qui sont très coûteuses. Et il y a 2 solutions qui se démarquent de toutes les autres, c'est le développement du solaire et de l'éolien. Pourquoi? Parce que l'échelle, elle est absolument là, la technologie est prête, et le coût, dans la plupart des cas, est inférieur aux alternatives fossiles. Donc, on a un savoir-faire, on a un potentiel. On passe beaucoup de temps, c'est vrai, à se demander finalement s'il n'y a pas un souci ici ou là. Mais encore une fois, je pense qu'on fait cette erreur-là à imaginer des choses extrêmes, en se disant mais qu'est-ce qui se passe si on faisait 100% de solaire, par exemple? Alors la question ne se pose pas du tout. Déjà, développons ce qu'on peut développer pour l'instant, parce qu'on a besoin d'accompagner l'électrification des usages. On a besoin d'accompagner le véhicule électrique, le développement des data centers, les pompes à chaleur, etc. Il ne s'agit pas de remplacer le parc de voitures du jour au lendemain au tout électrique. Donc, ne se posons pas la question immédiatement de savoir comment est-ce qu'on pourra faire avec une solution 100% sur une technologie, ce qui est absurde. Si on regarde l'horizon 2035, pour arriver aux objectifs qui sont 2,5 fois la production actuelle selon les scénarios en éolien terrestre. Comme les éoliennes sont de plus en plus efficaces, on parle d'une augmentation de l'ordre de 30-40% du nombre d'éoliennes. Donc on ne parle pas de le multiplier par 2,5. Pourquoi? Parce que les éoliennes qu'on a installées... sont plus performantes. C'est ça. Voilà.
Elles sont plus grandes, elles sont plus puissantes, plus efficaces. On a des grains également d'efficacité phénoménaux dans le solaire. Les coûts n'arrêtent pas de chuter. Aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs 2050 dans le solaire, il faudrait équiper moins de 1% des terres en France. Ouais, c'est négligeable. Voilà. Les terres agricoles, je précise, pas de toutes les terres. Sur le débat, justement, tu l'évoquais, ça nous a fait sourire quand on disait que toi, t'es tombé amoureux des éoliennes, mais que ça pouvait faire débat encore, notamment auprès des élus. L'impact, justement, environnemental de la construction des éoliennes. Je crois que tu t'étais exprimé, j'ai vu certaines de tes prises de parole sur LinkedIn là-dessus. Tu réponds quoi, finalement, aux gens sur l'impact environnemental même de la construction d'une éolienne? C'est un non-sujet? Oui, c'est un non-sujet. Quel est l'impact environnemental de la production d'une machine à laver ou d'un micro qu'on a devant nous, d'une table? Bien entendu, on fait rien ex nihilo, mais le bilan énergétique ou le bilan carbone d'une éolienne, il est positif après selon les contextes, mais de l'ordre d'1 an et demi. D'un an et demi sur 30 ans d'exploitation. Ouais, donc, sur la durée d'exploitation. Il faut arrêter de se poser ce type de questions qui sont pas pertinentes au vu des enjeux. Il y a François Gemène qui le dit très bien, à force de regarder les petits défauts de chaque solution, on développe pas les solutions. Ça, c'est une bonne punchline, on va la garder. Si on en revient à toi, Joseph, en tant que dirigeant, on voit bien que par le secteur sur lequel tu opères, il y aurait la question du sens, et tu l'as formalisé dans une mission, paraît assez naturelle, assez attractive, notamment pour recruter. Mais au-delà de ça, quel est ton style de leadership et comment tu maintiens les équipes engagées? Une chose à laquelle je crois vraiment déjà, c'est la vertu de la fiabilité et de la stabilité. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un engagement sur lequel je me tiens depuis longtemps. Je pense que pour mes collègues, c'est quelque chose qui est aussi rassurant d'une certaine manière. J'ai quelques collègues avec lesquels je travaille depuis plus de 15 ans déjà. Et bien sûr, il y a des automatismes qui se développent, mais pour même les nouveaux venus, parce que la plupart des gens avec lesquels je travaille, bien sûr, sont plutôt récents, je pense que le fait de voir qu'ils ont à la tête quelqu'un qui a un parcours qui est extrêmement lisible, qui a des convictions qui ont été énoncées de manière très claire et sur lesquelles je me tiens depuis longtemps, de voir que je fais ce que je dis, que je suis quelqu'un qui les soutiendra dans leurs projets sur lesquels ils peuvent se reposer. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense aussi que beaucoup me rejoignent parce que, à travers mon rôle dans le syndicat des énergies renouvelables, le fait que je sois, on va dire, un pionnier, même si ça me vieillit peut-être un petit peu, se disent, bon, mais ici, il y a quelqu'un, effectivement, qui porte un projet qui m'intéresse, auquel ils ont envie d'adhérer. Puis l'ambition aussi, hein. Je dis, j'ai pas caché, j'ai pas envie de faire quelque chose qui soit dans mon coin. J'ai envie de changer la société, d'apporter des solutions, de le faire vraiment à l'échelle. Et je suis très content, justement, que ce petit milieu dans lequel je suis rentré aujourd'hui prend les commandes dans le monde de l'énergie. Donc, pour ça. Après, sinon, j'espère qu'ils me reconnaissent une qualité de visionnaire. Je me ménage toujours beaucoup de temps pour discuter autour de moi, pour lire, pour réfléchir même tout seul sur quelles sont les tendances et où est-ce que je vois le secteur avancer, ou mon entreprise aussi, pour me poser des questions de fond. Donc j'espère jouer, si je devais prendre une image, un peu un rôle de phare, c'est-à-dire le point fixe, mais quand même qui donne la direction. Tu as dit deux choses que je trouve assez intéressantes. J'avais tendance à dire, moi, je pense que j'avais fait un interview où j'avais dit, au moment de ma prise de fonction, où j'avais dit peut-être le plus important, c'est de dire ce qu'on va faire, donc de communiquer clairement sur son plan et de faire ce qu'on dit. Et en fait, de jamais sortir de cette ligne, et que c'était peut-être ça la principale qualité d'un dirigeant. Et sur l'aspect, effectivement, vision, prise de recul, tu vois, souvent quand je me dis quelle devrait être vraiment la fonction première d'un président, d'un CEO, ça va être effectivement d'être suffisamment dehors et suffisamment curieux pour se poser les bonnes questions, identifier les signaux faibles et être capable de réagir et d'orienter l'entreprise dans la bonne direction. Complètement si toi, d'accord. tu devais le définir, oui, dans le meilleur des mondes, parce qu'après, il y a la réalité du terrain et le rôle du dirigeant d'une entreprise aujourd'hui, tu le qualifierais comment? Il y a plein de types de dirigeants et ça dépend beaucoup du contexte de l'entreprise. Dans mon cas, la stratégie générale, elle est définie par le groupe, de faire donc cette transition énergétique à travers les énergies renouvelables. Mon rôle à moi, il est, dans un marché aujourd'hui bien défini, le marché français, de comprendre quels vont être tous les obstacles et de travailler pour les contourner. Comme tu dis, je passe beaucoup de temps
à discuter avec les confrères du secteur, mais également des personnes de secteur connexe. Je passe beaucoup de temps à discuter également avec le monde politique pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce que finalement, on atteint une échelle où on peut absolument pas avancer dans notre coin. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. C'est que aujourd'hui, les énergies renouvelables ont été habituées à travailler un petit peu dans leur microcosme. Et le fait de devenir par la suite énergie dominante, ça nous oblige à des responsabilités, ça nous oblige à nous ouvrir, à embaucher dans nos équipes beaucoup de gens qui viennent de secteurs connexes, comme par exemple quand tu vas travailler sur l'agrivoltaïsme, donc les panneaux solaires dans les champs. Il ne s'agit pas de connaître uniquement les panneaux solaires, il faut connaître le monde de l'agriculture et pas superficiellement. Donc ça veut dire que tu as des agriculteurs dans tes équipes qui savent vraiment ce qui est pertinent, alors dans tes sous-traitants, dans tes partenaires également, mais ça veut dire travailler beaucoup avec ces univers connexes pour s'intégrer totalement dans la société et au niveau politique également d'écouter des choses qui ne sont pas forcément intuitives pour nous. Moi, j'adore les éoliennes, mais je dois travailler avec des gens qui les trouvent pas très belles et d'essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'ensemble on peut résoudre les situations. Parce qu'une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est que finalement tout le monde est de bonne volonté, mais on a des rôles qu'on se donne. Voilà. Toi, tu es dirigeant de BDO, moi de RWE, un tel est élu, et puis, in fine, voilà, là, on est tous citoyens, on a tous des préoccupations. Si on n'a plus d'électricité, si les prix deviennent inabordables, si on a une planète invivable, c'est notre problème commun. Mmh. Donc, sur le fond, on a des rôles, mais on a un destin commun et dès l'instant où tu sors un petit peu des postures respectives et des agendas très court-termistes, tu te dis, bon, on a tout intérêt à travailler, ensemble. Donc c'est ce que j'essaie de beaucoup faire, de comprendre ce qui fait fonctionner les autres, de me poser les bonnes questions pour m'y adapter et puis construire ensemble. Dans Société à Mission, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que tu as un comité avec la possibilité d'avoir des membres externes. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre des membres externes qui sortiraient un petit peu de ma zone de confort, mais en tout cas qui apporteraient vraiment un éclairage sur des domaines qui sont très importants pour nous. Donc le monde de l'agriculture, bien entendu, on a pris une experte, Marie-Cécile Damave, qui vient d'un think tank agricole qui s'appelle Agridé. On a pris Frédéric Moncani de Saint-Aignan, qui est l'ex-président du cluster maritime français, pour nous dire, voilà, si vous voulez aller en mer, voilà, avec les gens avec lesquels il faut parler, voilà comment il faut faire. Vous avez une idée qui est peut-être très louable sur l'intention, mais il ne faut pas vous y prendre de telle ou telle manière. Donc voilà, on a pris 4 membres qui sont des sommités dans le secteur, qui sont capables vraiment de nous challenger dans notre manière d'approcher les choses. Et au-delà donc, du comité de mission, de manière générale, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut aller discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec ça. Nous-mêmes, quand on a constitué notre comité mission, on est allé chercher, enfin j'ai 5 membres externes également, assez représentatifs de nos parties prenantes. Que tu dois connaître, Julia Maris, la vie-pierre SE d'Engie. On a Christelle Bitouzé, qui est une responsable de la chaire RSE d'HEC, une ancienne ministre, Christian Leroux pour le groupe M2I, et des gens qui sont vraiment chargés et qu'on utilise réellement pour nous éclairer sur l'atteinte des objectifs de mission, mais même plus largement sur la stratégie du groupe. Je trouvais que c'était d'ailleurs un des avantages du dispositif de mission tel qu'il est écrit dans la loi PACTE, c'est cette capacité à inscrire dans notre gouvernance des gens externes qui vont nous aider. Je pense que c'est un des grands bénéfices du dispositif de mission. Tout à fait. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans la politique énergétique en France, qu'est-ce que ce serait ? Déjà que tout le monde lise les textes des spécialistes, ceux du GIEC, les projections des analystes tels que par exemple le RTE, parce que on a des tendances qui sont très claires, on a des diagnostics qui sont partagés par la totalité des acteurs. Je dirais, quand on fait des conférences, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tout énergéticien confondu
tout analyste confondu, tout le monde est d'accord pour le fait de dire il n'y a pas de solution unique, il faut aller rapidement, les énergies renouvelables sont le gros de la transition, mais le nucléaire est également très utile. C'est pas parce qu'on est dans les énergies renouvelables qu'on reconnaît pas que c'est une énergie qui est décarbonée, sur laquelle on a un savoir-faire en France. Le nucléaire historique a toute sa part, mais les gens du nucléaire aussi reconnaissent qu'il s'agit d'apporter des solutions rapides. Donc, d'ici les 15-20 prochaines années, et que pour ça, le nucléaire n'est pas l'outil, puisque il ne sera pas disponible si rapide. Donc, il y a vraiment un tel consensus. C'est si frustrant de voir à quel point l'hémicycle est capable de... Voilà, la communauté scientifique est alignée, et le politique, pour des raisons qui semblent futiles, est divisé. C'est assez intéressant, ouais. Donc, on suit finalement la communauté scientifique. Et écoutez les scientifiques. Ouais. Quelle innovation technologique pourrait révolutionner l'industrie ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui permettent de décarboner. Décarboner le transport, le chauffage, l'industrie. Tu vois, par exemple, ArcelorMittal qui s'est engagé à décarboner ses fourneaux en passant à l'électrique. On peut déjà faire tellement de choses avec ça aujourd'hui, de faire des paris, de dire, par exemple, on a parlé énormément de l'hydrogène. Il y a 2 ans, tout le monde en discutait. Aujourd'hui, après tout cet enthousiasme, on se confronte finalement aux difficultés d'exécution. C'est pas pour dire que la technologie n'a pas de potentiel. Je pense que sur le fond, c'est extrêmement intéressant, mais il faut ne pas perdre de vue ce qu'on peut faire maintenant. Je pense qu'on a en France un peu une tendance à toujours penser que la solution idéale, c'est la future, alors qu'on a entre les mains tout ce qu'il faut pour réussir notre transition énergétique, au moins pour les 20 prochaines années. Les 20 prochaines années, c'est quand même beaucoup, donc on peut vraiment se concentrer sur cet horizon de temps. On a un potentiel pour le développement du solaire qui est fantastique. Pour l'éolien, c'est le 2e plus important d'Europe aussi. Et pour autant, c'est vrai que parce qu'on a beaucoup tergiversé au cours des dernières années, on n'a pas su développer l'écosystème industriel. On n'a pas de gros producteurs solaires. On n'a jamais eu un turbinier qui a mis une usine en France. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un signal qui alterne le chaud et le froid. Donc, je dirais, il faut arrêter de se projeter. Excuse-moi de ne pas répondre entièrement à la question, mais mais sur le fond, moi, je réfléchis pas à ce qui sera le game changer dans 30 ans. Il faut déjà travailler sur les 10-20 prochaines années, et pour ça, on a un chemin qui est très clair. Et on a les solutions. Parce que souvent, on peut entendre aussi, et je sais que certains s'en émeuvent, c'est de dire finalement, c'est la technologie nous sauvera, même si on n'a pas la technologie aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui arrivera et qui nous permettra d'avancer. Toi, tu dis que c'est pas le bon angle de vue. On a déjà des solutions, et il suffit de les mettre en place. En grande partie, oui. Ouais. C'est vrai que tu évoquais les questions de stockage. C'est vrai que si on regarde sur le fond, on se dit il n'y a jamais de soleil la nuit, le vent, il est variable. Donc, si on dépend du solaire et de l'éolien, comment est-ce qu'on va faire ? Dans la pratique, les gens dont c'est le métier ont fait les analyses et arrivent avec des conclusions qui sont très claires. Le système est tout à fait en capacité d'absorber cette variabilité comme il l'absorbe déjà aujourd'hui, parce que la demande est variable. Le matin, avant d'aller au bureau, les gens consomment, les foyers consomment plus, il y a des pics de consommation des industries dans la journée, la nuit ça baisse, il y a des variations parce que quand il fait plus froid, plus chaud, etc. Le système est flexible par nature, on a de l'hydraulique, on a des interconnexions entre les différents pays, la ressource, ce qu'on appelle le foisonnement, quand il y a du vent en Bretagne, il n'y en a pas forcément en Alsace et réciproquement. Tout ça s'équilibre plutôt bien, au point que finalement des solutions telles que le stockage par les batteries lithium-ion qui fonctionnent bien, qui se développent dans beaucoup de pays comme les États-Unis, comme l'Australie et même chez nos voisins au Royaume-Uni. Chez RWE, on construit ce genre de projet. En France, on le fait, mais modérément, parce que il est considéré par le gestionnaire du réseau électrique français qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on peut beaucoup piloter avec le système tel qu'il est et piloter aussi la demande. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Il ne faut pas prendre la demande, en tout cas pas dans le futur, comme quelque chose d'intouchable. On peut chacun piloter de notre demande, avoir un système de dire à 16h30, l'électricité va être très chère, donc on va retarder quelques activités. Quand tu branches ta voiture électrique le matin au bureau et que tu repars en journée, qu'elle ait été rechargée entre 9h et 11h ou entre 14h et 16h, ça te change rien du tout quand tu rentres chez toi. Et il y a quantité d'applications de ce type-là qui peuvent être pilotées de manière à ce que la demande, oui, suive la production. Donc,
On aura les solutions technologiques, on les développe dans d'autres pays. Pour la France, on est plutôt confort à ce niveau-là. T'es optimiste, toi, sur le sujet de la transition, sur les sujets environnementaux? Tu disais que tu as toujours été sensible, donc là, si je parle un peu plus à l'être humain et aux citoyens. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours à mes équipes qu'il faut être optimiste paranoïaque. Alors, j'ai développé un peu ce que ça signifie. Ouais, je veux bien. Optimiste dans la mesure où je suis pas du style à me laisser démoraliser par les délais, les obstacles. Donc à ce niveau-là, absolument optimiste. Je sais que tu es très sportif. Moi, c'est aussi quelque chose qui me sauve dans les moments un petit peu difficiles, d'aller sourire, d'aller courir, et puis après, on s'y remet. Donc absolument optimiste à ce niveau-là. Paranoïaque dans le sens que je passe mon temps à identifier tout ce qui pourrait dérailler. Ça, c'est mon mode de fonctionnement, mon radar. J'essaie de voir à l'avance qu'est-ce qui pourra être un obstacle dans le futur, sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Quand tu dis paranoïaque, tu recherches tout ce qui pourrait dérailler. C'est ça. Tu vois, moi, je me qualifie de complètement paranoïaque, enfin, globalement. Et je pense qu'un dirigeant doit l'être, hein, globalement. Enfin, quand on te propose quelque chose, moi, j'essaie toujours de me dire, bon, qu'est-ce qu'on m'a pas forcément dit? Est-ce que ça constitue pas un frein, finalement? Pour toi, c'est une vertu, c'est quelque chose que tout dirigeant doit avoir parce que ça permet de prendre des décisions et de prendre du recul? Ou est-ce que ça constitue pas un frein parce que finalement, avoir potentiellement tous les risques qu'il peut y avoir, etc., ça peut te freiner aussi dans ta décision et justement dans ton ambition et à la fin dans ton impact? Mais j'espère que non. Mais il est possible que de temps en temps, effectivement, j'ai identifié trop fort un risque qui ne soit pas encore bloquant. Oui, ça, c'est qui fait pas des erreurs d'appréciation. C'est la nature injuste du poste de dirigeant. Il faut bien trancher à un moment. T'en as fait des erreurs? Là, si tu prends un peu de recul. Il n'y en a pas une qui me vienne spontanément en tête comme étant l'erreur de ma carrière, même si je devais reprendre les choses, je me serais engagé plus rapidement dans le solaire. C'est vrai que j'ai beaucoup développé l'éolien parce qu'à l'origine, au début de ma carrière, en 2000, les énergies renouvelables en France, c'était les éoliennes. Et puis le solaire s'est développé, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était beaucoup plus cher. C'était 10 fois, après 5 fois plus cher que l'éolien. Et puis très 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 rapidement, les cours vont chuter, elles continuent, les cours de prix. Et je me suis lancé assez tard sur ce secteur-là. Heureusement, beaucoup de confrères qui l'ont fait bien avant. Oui, c'est la principale chose que je vois. Après, c'est vrai qu'une question que je me suis posée régulièrement aussi, j'ai, je pense par conviction aussi, toujours servi des grands groupes. J'aurais pu tenter une aventure plus entrepreneuriale dans ce domaine-là, qui m'aurait donné beaucoup de liberté. Mais c'est pas quelque chose vraiment auquel je pense au quotidien et qui me dérange. Je suis même pas sûr de pouvoir le qualifier finalement comme une erreur de parcours parce que sur le fond, je suis vraiment convaincu ce qui était intéressant et qu'il est toujours dans ma démarche, c'est de faire les choses à l'échelle. Et pour ça, la réalité, c'est qu'il faut s'adosser et il faut être accompagné de ceux qui ont les moyens, exactement. Quelle est l'étape d'après? Au-delà, je dirais, du business plan et l'aspect concret, mais toi, personnellement, tu gères une carrière, tu as un objectif personnel, tu as d'autres ambitions, d'autres volontés. Est-ce que tu t'es dit à tel moment, tel âge, tel objectif réalisé, j'arrête et je fais autre chose? Enfin, est-ce que tu as déjà réfléchi à ces choses-là? Non, je réfléchis pas de cette manière-là. Depuis le début, j'ai eu cet objectif de contribuer en fait positivement à la société de manière générale, à travers donc un enjeu environnemental dans lequel je suis devenu compétent, qui est la transition énergétique. Aujourd'hui, on a des trajectoires qui m'amènent bien au-delà de l'âge de ma retraite. Et mon ambition, c'est de bien le faire. De bien le faire aussi vite que possible, parce que le paranoïaque que je suis voit toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait prendre beaucoup de retard. Je pense pas que ça arrivera pas. Je pense pas que ça soit possible parce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Qu'est-ce que c'est les alternatives? C'est pas avoir assez d'électricité, c'est de continuer à émettre beaucoup trop de carbone. C'est des choses qui sont absolument insoutenables. La France peut pas s'engager et le monde dans ces scénarios-là. Je pense que la prise de conscience est suffisamment forte. Donc, mon objectif personnel, c'est de jouer ma partition, de le faire bien et vite, de manière à ce que on puisse être fier du parcours qu'on a fait collectivement.
Quand on te parle, ça n'a pas l'air, mais je vais quand même te poser la question, la relation au stress des dirigeants sur la fonction globalement. Moi, j'ai toujours tendance à dire, dans nos prises de parole, dans nos positions, notre rôle aussi, c'est de démontrer que tout va bien et d'être plutôt serein sur l'avenir. Bon, c'est pas forcément comme ça tous les jours, et je pense qu'il y a des moments qui sont plus difficiles. Comment tu te considères, toi, par rapport à ça? Stressé, pas stressé, et comment, finalement, tu gères les situations de stress qui doivent forcément arriver dans ton quotidien? Alors, je sais que les gens considèrent que je suis beaucoup moins stressé que je suis en vrai, ce que je prends comme un compliment, parce que je pense que ça fait partie du rôle de dirigeant, de lisser le quotidien, de pas surréagir aux choses et de donner un cap clair. Donc, je dirais délibérément, je travaille à pas donner de grands coups de barre à gauche, puis à droite, ne pas avoir de saute de cap. Je me rappelle d'un de mes anciens dirigeants qui m'impressionnait beaucoup dans le sens où j'avais l'impression toujours qu'il avait bien dormi la veille. Et je lui en avais parlé, il m'a dit « Ah, mais franchement, non, j'arrive pas à dormir tant que ça. Mon métier de CEO est pas vraiment compatible avec une hygiène de vie qui fasse que je dorme toujours mon quota d'heures toutes les nuits. » Mais ça m'a vraiment fait réfléchir de voir que c'était quelqu'un qui ne donnait pas l'impression d'agir comme quelqu'un fatigué, sous le stress, prenait le temps d'écouter, d'avoir des réactions qui étaient mesurées à chaque fois. Et j'essaie de me donner ça comme ligne de conduite, d'aborder toutes les journées, toutes les réunions comme si j'avais bien dormi la nuit précédente. Pour autant, on est des humains, j'imagine Aussi, que ouais. tous avons des indicateurs assez stressants de l'interne ou de l'externe, mais finalement, on a choisi ce poste de manière à pouvoir non pas les subir, mais être capable de travailler avec pour garder le cap. Tes collaborateurs savent ce qui potentiellement soit te fait sortir de tes gonds, ce qui peut t'énerver. Enfin, est-ce que le Joseph Fogno chez lui et au travail est le même? Et est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est une nécessité ou pas? Enfin, quel est ton point de vue là-dessus? Ah, je pense pas du tout que ce soit la nécessité d'être avec autant de contrôle chez soi que dans l'entreprise. Il y a un moment où il faut avoir une soupape. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai 3 enfants. Et que ce que je veux dire à travers ça, c'est que ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective, les difficultés. Exactement, voilà, de dire relativiser. Il y a des moments, il y a des mauvaises nouvelles. On peut dire ah c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Bon, on s'entend sur ce qui est une catastrophe pour le projet effectivement. C'est peut-être un coup d'arrêt total. Après, on va s'en remettre. Et le fait d'avoir des enfants pour ça, c'est fantastique. Moi, j'ai des amis qui s'intéressent absolument pas à mon métier. Donc quand je rentre chez moi, ni mes enfants, ni mes amis, s'ils commencent à leur parler de ce que je fais dans la journée, font me suivre dans mes discussions. Donc ça me permet de me recentrer aussi, en tout cas de m'équilibrer sur la durée. Comment tu cherches l'inspiration? Est-ce qu'il y a des choses particulières où tu vas trouver de l'inspiration? Est-ce que tu as un mentor, une personnalité qui t'inspire particulièrement? Alors, pas un en particulier, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des mentors. Je mentionnais tout à l'heure celui qui m'a porté au tout début de ma carrière, et ça c'était fantastique, parce que quand on parle des self-made men, aujourd'hui on est nombreux à penser que ça n'existe pas. Le self-made man, c'est des gens qui ont fait les bonnes rencontres, on t'a donné la confiance, on t'a formé. Moi j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre dans ma carrière qui ont été très inspirants, sans aucun doute. Moi, manière de fonctionner, j'aime beaucoup la confrontation constructive. J'aime beaucoup les collègues qui ne vont pas me suivre dans mes mauvaises idées. Donc, quand je leur parle d'un plan, si on me dit « Attends, Joseph, t'as pensé à tel aspect où je pense qu'il faudrait le faire d'une autre manière », ça m'intéresse énormément. Parce que je peux avoir des concepts qui vont venir d'une discussion avec un tel ou l'autre, ou seul chez moi, j'ai réfléchi à quelque chose et l'idée m'a l'air brillante. Et elle sera un succès uniquement si on est capable de la mettre en œuvre. Et pour ça, bien entendu, la lucidité du dirigeant, c'est de reconnaître que il est absolument pas le plus compétent dans aucun des domaines dans lesquels ses équipes travaillent, puisque c'est pour ça qu'il embauche des gens. Donc moi, je veux des gens qui me disent pas « Bravo Joseph, et on va faire ça », mais qui me disent « Je le ferai plutôt de telle manière ». Et c'est ça mon inspiration. Donc j'aime beaucoup ces discussions avec des gens qui co-construisent, en fait, qui ont épousé
le projet, parce que je pense oui qu'effectivement, d'une certaine manière, le fait que je le porte depuis si longtemps et puis que ce soit pour moi du domaine de la passion, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint parce qu'ils savent la direction dans laquelle je vais mener les choses. Mais après, qu'ils y viennent pas de manière passive, mais qu'ils entrent dans l'aventure en prenant à cœur de construire eux-mêmes le périmètre dans l'entreprise, de construire le chemin qu'on fait ensemble, ça, je pense que c'est hyper important et c'est ça la source d'inspiration. Tu leur as dit clairement à tes équipes sur ce sujet que Je leur répète. ils avaient le droit de te dire que potentiellement t'allais dans une mauvaise foi, qu'eux verraient les choses différemment, de te contredire. Alors après, je pense que le but c'est pas que ce soit toute la journée à débattre. Constructivement, c'est bien mieux. Mais voilà, constructivement, exactement. La critique est possible, mais si elle est constructive. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal occupé l'esprit à un moment donné, qui était est-ce que finalement mes équipes, mon comex, les personnes avec qui je travaille tous les jours auraient finalement la possibilité, le courage, ou est-ce qu'on a la relation qui permet de pouvoir me dire à un moment donné, non mais là c'est faux. Ou est-ce que j'ai mis les bonnes conditions pour le faire? Je suis pas certain, tu vois, encore aujourd'hui, que tout soit parfaitement fait pour qu'on puisse me dire, bah non, là-dessus, faut pas faire comme ça, faut faire autrement. C'est une bonne question, ça coule pas de source. Dans mon cas personnel, je l'exprime explicitement souvent. J'avais eu une expérience qui était assez révélatrice sur justement comment ça pourrait se passer plus difficilement quand je travaillais en Asie. Et la culture en Asie, travailler en Inde en particulier, tout le monde me disait toujours oui. Pourtant, je connaissais rien au marché indien. Et c'était terrible parce que je cherchais quelqu'un qui me dise il faudrait faire les choses différemment. Mais il me le disait sûrement avec des signaux que j'arrivais pas à capter. Mais ça a été mon expérience de management la plus délicate, d'être entouré de gens qui te disent oui tout le temps. C'est très perturbant, a fortiori quand tu sais pertinemment que toi-même peux pas définir le plan total. Tu as besoin de le construire avec les gens. Donc oui, je le répète, mais en ayant conscience, comme tu le dis, que c'est pas très évident. Moi, quand j'ai commencé ma carrière jeune diplômé, je me suis retrouvé dans quelques situations dans lesquelles j'avais dit oui sans vraiment comprendre la consigne. Mais un petit peu par stress, de passer pour bête ou de pas constructif, de contredire la personne d'expérience. Et je m'en suis énormément voulu, parce qu'une fois face à mon ordinateur tout seul, je savais plus quoi faire. J'avais dit oui, mais je savais pas oui à quoi. Ou alors j'avais compris, mais je me disais mais c'est une connerie, il faut pas le faire. Et donc je me suis fait cette promesse très tôt de plus jamais accepter sans en être convaincu. Donc je le demande à mes équipes de faire preuve de cet engagement, en fait, parce que c'est un engagement au projet, de pas dire oui pour que la réunion s'arrête et puis qu'ils soient tranquilles, mais de dire oui uniquement à partir du moment où vraiment ils sont pleinement convaincus qu'il faut y aller comme ça. Ouais. Dans ton évolution de carrière, qu'est-ce qui est, selon toi, la compétence clé qui t'a permis d'avoir la carrière que tu as eue, que tu as encore, et sur toutes les fonctions que tu as? Enfin, tu vois, si tu prenais un peu de recul sur, dans tes succès, est-ce que c'est ton ambition, ta passion, ton expertise? Je crois qu'on peut écarter rapidement l'expertise. Parce que ce qui est de fantastique dans le métier dans lequel j'exerce, c'est qu'il y a tellement de domaines différents que je me suis rendu compte très très vite que j'allais absolument pas pouvoir être l'expert de tous ces domaines-là. Donc je pense pas ça du tout. Pour moi, je dirais il y a deux choses. Peut-être le fait de prendre à cœur les choses. À la base, moi, j'étais un bon élève, en plus doublé d'un ingénieur. Donc, tu as un problème à long terme, tu le décortiques et t'arrêtes pas tant que t'as pas trouvé la solution qui fonctionne. Ça, de vraiment se dire, voilà, c'est mon projet, ça s'arrête pas à une heure précise de la journée, je l'apporte avec moi et c'est ma mission. Ça, c'est ma manière de faire et je pense que de toute évidence, pour les managers que j'ai eus, de se dire si je donne une tâche à Joseph, il va l'amener jusqu'au bout parce que voilà, c'est dans sa nature, il lâche pas l'affaire. Voilà, un petit peu comme un pitbull qui lâche pas son os. C'est ma manière de fonctionner. Et puis par ailleurs, peut-être une qualité qui est pas assez mise en avant, la fiabilité, la fidélité, la sincérité, le fait d'être en un mot sympa. Je pense que je m'envoie une fleur en disant que je suis sympa, mais on s'entend sur le fait que je me préoccupe du fait de pas tordre le bras de quelqu'un d'autre, de co-construire avec les gens, et que je fais pas un coup tordu aux uns aux autres. Et a fortiori pour moi qui navigue dans un grand groupe aujourd'hui, c'est important d'être fiable. Finalement, si tu as un collègue dont te méfies, si quand tu deviens CEO, tu vas pas lui faire une promotion.
Donc, le fait que les gens se disent, voilà, quelqu'un qui a un agenda qui est sain, qui ne va pas chercher à m'entuber, qui va être un collaborateur tout du long, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'espère me comporter. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour ta sincérité, pour ce partage. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour RWE. Et puis à ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Joseph. Merci Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.